Tu fais la vaisselle, Biquet? Bah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais il s'est arrêté. Ah, voilà, c'est bon. Personne, ça fait c'est un, t'as compris? Deux, 60. J'entends rien. 60. 3.1. Rien. Je crois que ça marche. Ça marche pas parce que C'est ce qui t'a envoyé Jonathan, tout ça? Ouais. Et pourquoi moi, j'arrive pas à le trouver? Bah, la preuve, c'est que je l'ai. Ben, moi, j'ai pas ce ça. Quoi, lequel des mails qu'il a fait? C'est le premier. Ah non, ne le fais pas à la ligne parce que 5 fois le. Organisé par une femme, non, c'est pas ça? Ah, il y a 13 participants. Attends, comment il s'appelle le mec? Hein? Quoi? Comment il s'appelle? Tiens, c'est pas parce que t'as pas le brevet que tu vas. Tu peux montrer le mail qu'il t'a envoyé? C'est Facebook, non? Comment il s'appelle le mail? Allô? Voilà, là, on ne voit pas. On voit pas les vies, là. Mais j'ai pas tout. Comment je fais ça? Oh, mets-moi la vidéo. Je t'ai dit comment? Mais comment? Je vois pas. Vas-y, Tu appuie. fais avec ça et tu appuies ici. Ah, Non, mais je ne sais pas pourquoi c'est. Bonjour. 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 Je suis Céline. attends, Tu veux t'installer, maman? Viens, Oui, installe-toi. je viens. C'est pour la réunion, la diffusion en direct sur Facebook. 10 heures, alors pourquoi attends? Et il y a Rachel. Ça va? Mais c'est sur quoi? Ça va? Sympa. Ça va et Tu toi? à l'extérieur?
là, bye bye. Ouais. Naphtali. Ok, d'accord. Parce que non, c'est bon, là, je vais parler. Allez, bye bye. Allô? Euh, אני לא יכול לדבר, אני לא שומע כלום. שומעים אותך, משה. אוקיי, אז אני יכול לדבר? אוקיי. כן, רק איפה סרג' סרג' הנה פה, ארנו נמצא פה. אוקיי, אני פשוט לא רואה אותו, אז אני אשים לו את המיקרו גם. ביי. Arnaud, Ouais, tu m'entends ou pas? c'est qui parle? C'est Arnaud? Ouais, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends, ouais. Et je voulais te rappeler que, à part qu'on a bu un café à Jérusalem, on était ensemble à Rostock. Ah, on était ensemble, il était à Rostock. Bah oui, dans la mairie ensemble. Il était à Rostock. Ouais. Oui, je me souviens. Ça va? Et mieux que ça, en été 78, on était parti en Allemagne en bus, et tu étais à l'époque petit avec des lunettes et des gens dans le bus, ils t'embêtaient. Ah ouais, il était à Voilà. Cologne. Voilà, exactement. Voilà, bah, ça fait plaisir alors. Voilà. Voilà. Je me souviens, on était arrêtés à une pompe à essence, ils avaient piqué des chocolats dans la pompe à essence. Ah oui, je me rappelle très bien, ouais. Ouais, tu vois, je me rappelle. Voler des chocolats. Voilà. Il avait volé des chocolats. Oui. Pas moi. Quoi? Tu as mis des trucs, mais c'est une voix que j'entends pas, que je comprends. Bon, Yasmine, alors? Ça dure combien de temps? Rekshnia, je vais te dire ça tout de suite. Tu veux le faire avec un casque, comme ça tu entendras bien? Ouais, c'est mieux. Avec un casque, tu vas voir.
Yasmine, Arnaud me demande combien de temps ça va durer à peu près. Hein? Yasmine? Allô? Oui. Allô? Attends. Allô, tu m'entends ou pas? Tu vois, c'est moi. Allô? Bon, ça marche pas la communication. Son maintenant. Pourquoi il n'y a plus de son? Tu m'entends? Moi, j'entends. Aïe, aïe, aïe. Technique, hein. C'est pas possible. On attend 18 heures. Arnaud, si pour répondre, tu m'entends Arnaud? Tu m'entends?
Hmm. Tu m'entends? On ne sait pas combien de temps ça dure. Non. Hmm. Tu peux rien faire, il téléphone. Non, c'est pas, il ne téléphone pas. C'est elle qui doit rétablir le son, la fille qui est là. Serge, tu m'entends? זהו, זה בסדר. אני וואלה. שומעים אותך, ארנו, ורואים את סרג'. Salut Yossi. הלו. שנייה, אני פותחת לך רגע. מתחילים? Ça commence quand? Tu vois, c'est beaucoup de temps. Allez, on y. Yasmine? Enfin, il était à Rostock. Hmm? Il était à Rostock. Ouais. C'était le bon temps? Ah, tu entends là? Oui, ben, j'entends que ça. Ok. Alors, Yasmine? כן, משה, אפשר להתחיל, משה. Ok. On peut commencer. Bien. Bonsoir, bonsoir, Rev Tov Haverim. On s'est réunis ce soir avec l'Organisation sioniste mondiale, avec les départements des activités en diaspora et le département de la promotion de l'ALIA, pour, dans tous les événements heureux de l'année hébraïque, mais aussi dans les moments de souvenir. Et ce soir, nous devons, avec les moyens que nous avons, essayer de commémorer le Yom HaShoah. Et nous avons aujourd'hui l'honneur et moi personnellement, j'ai le plaisir de revoir Serge Klarsfeld, président de l'association des enfants et des filles et enfants des déportés juifs de France. Nous allons ensuite écouter notre ami Shlomo Balsam, qui est président de l'association Aloumim des enfants cachés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un événement important parce que, vu la situation de l'antisémitisme qui se passe aujourd'hui dans le monde, et vu aussi la situation des rescapés de la Shoah aussi en Israël, qui sont aujourd'hui un peu dans la solitude, il est important de marquer notre soutien et notre
solidarité avec tous les déportés de la Shoah et tous les enfants qui sont liés à cet événement. Avec maintenant, je donne la parole à mon ami Serge Klarsfeld. Bevakasha, Serge. Pour dire quoi? Pose une question, Moshe. Ben voilà, alors bien entendu, Serge, notre question qui nous vient tout de suite à l'esprit, 75 ans à peu près après la Shoah, quelles sont les leçons de l'histoire que tu peux retenir aujourd'hui, vu ce qu'on a passé, et entre-temps, il y avait bien entendu la création de l'État d'Israël, et avec tout ce que ça veut dire. Les leçons de la Shoah. La leçon de la Shoah, d'abord, c'est que c'est une catastrophe qui a frappé le peuple juif et que c'est une catastrophe qui est, disons, comparable à la destruction du temple il y a 19 siècles ou 20 siècles. Donc cette catastrophe doit nous enseigner des leçons, elle doit entrer dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire de l'humanité. La leçon, c'est la création de l'État d'Israël. Les Juifs ont fait un effort énergique extraordinaire pour créer un État qui puisse empêcher le renouvellement d'une pareille catastrophe. Et la leçon pour tous les Juifs du monde entier, c'est de soutenir l'État d'Israël parce qu'il est le garant de la sécurité des Juifs, de la dignité des Juifs. Les Juifs vivaient dans une soumission politique pendant 19 siècles, mais ils ont retrouvé leur dignité politique avec la création de l'État d'Israël. Et puis également, c'est d'entretenir la mémoire de la Shoah, parce que si cette mémoire ne s'entretient pas, à la fois dans le peuple juif, dans les familles, par le rituel, par les cérémonies, si on ne l'entretient pas, eh bien, cela se dissipera comme se sont dissipés les grands massacres qui ont eu lieu au XIVe siècle, par exemple, en Europe également. Donc, il faut, et c'est ce que cette génération de Juifs a réussi à faire, la génération de la diaspora et la génération qui vit en Israël, a réussi à maintenir, à construire l'histoire de la Shoah, à la construire d'une façon extrêmement rigoureuse, avec des millions de documents, avec des centres de documentation non seulement en Israël, où se trouve le plus important, mais dans tous les États où ont eu lieu la Shoah, il y a un grand centre de documentation, et puis en Amérique, en Australie, au Canada, dans les États où n'ont pas eu lieu la Shoah, mais où il y a beaucoup de Juifs qui vivent, eh bien, il y a des grands centres de documentation comme à Washington ou à New York ou à Los Angeles ou ailleurs. Donc, la mémoire de la Shoah, elle est garantie historiquement et la leçon, c'est de soutenir l'État d'Israël et d'entretenir la mémoire de la Shoah. Ce sont les deux plus grandes leçons. Lutter contre l'antisémitisme, c'est une lutte extrêmement difficile parce que c'est une maladie qui revient à chaque crise et qui est comme le virus que nous subissons actuellement. Donc il faut comment dire, supporter. Il faut se battre contre l'antisémitisme, mais en sachant que c'est une maladie qui revient très souvent. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1,5 milliard de musulmans, il y a 1,5 milliard de chrétiens, et il y a 15 millions de juifs, et c'est une situation extrêmement inconfortable de faire partie d'une petite minorité, une petite minorité en plus qui est dotée d'un État, lequel État possède ou conserve les lieux saints des deux plus grandes religions. Et donc, il faut que toutes les générations de Juifs à venir, il faut qu'elles soient conscientes qu'il y a toujours des défis à affronter, qu'il y en aura toujours, en raison justement de cette minorité qui est la caractéristique d'un peuple qui apparaît, comment dire,
partout dans tous les domaines de la vie culturelle, économique, financière, partout, les Juifs apparaissent et en même temps, ils sont très peu nombreux. Et il faut donc une très grande cohésion, il faut une très grande solidarité pour pouvoir continuer la route du peuple juif. J'ai une question, en fin de compte, j'ai deux questions. Une qui nous interpelle en Israël et une du public. La première question en Israël, c'est bien entendu le souvenir et la transmission du message. Et effectivement, en Israël, nous avons malheureusement le nombre des rescapés de la Shoah diminue. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand les rescapés de la Shoah ne pourront plus nous faire partager de leurs souvenirs, de leurs témoignages? Comment on va pouvoir continuer de se rappeler de la Shoah sans témoignages presque vivants? Les témoignages, il y en a eu énormément et de très, très grande valeur. Les témoignages écrits, il y a des chefs-d'œuvre qui ont paru déjà pendant la guerre. La Lie de la Terre d'Arthur Koestler, Jean-Jacques Bernard, le camp de la Mort-Blanc. Il y a énormément de témoignages qui sont parus. Donc la voix des témoins, aussi une voix qui s'exprime non seulement par l'écrit, mais qui s'exprime aussi par les enregistrements multiples qui ont été faits par des fondations et par des chaînes de télévision. Il y a énormément de témoignages. Donc, je ne crains pas pour l'avenir. L'avenir de notre mémoire, elle est totalement garantie. Mais elle dépend des conditions politiques. Si l'État d'Israël est détruit, si les pays occidentaux sont en proie à l'extrême droite. Si l'extrême droite prend le pouvoir, eh bien, effectivement, cette mémoire risque de se dissiper. Ok, en parlant d'État d'Israël, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence du souvenir en Israël et en Europe? Ça y est, c'est fini. La batterie Si, c'est bon. Non, mais j'avais encore deux questions. Est-ce que vous pensez que sans le travail que vous avez fait toi et Beat, est-ce que les gouvernements européens, voire français, auraient aussi participé à la mémoire? Ils ont suivi notre action. Hein. Nous avons été des pionniers, mais nous nous sommes toujours attachés à entraîner avec nous des forces beaucoup plus considérables que les nôtres. Quand nous avons, entraîné Jacques Chirac dans sa campagne pour faire reconnaître à la France ce qui s'était passé et les responsabilités de la France, eh bien, c'est un résultat qui a été un résultat extraordinaire d'obtenir de l'Allemagne qu'elle juge les criminels nazis qui avaient déporté les Juifs de France et qu'elle continue à juger jusqu'au dernier souffle les criminels nazis, c'est quand même de grands résultats. Et d'ailleurs, les gouvernements et français et allemands nous en sommes reconnaissants puisqu'ils nous ont gratifié des plus hautes décorations. C'est donc qu'ils nous sont reconnaissants. Mais les gouvernements les régimes peuvent changer et il faut toujours se battre. Et notre combat actuellement, c'est de mobiliser pour les partis républicains, pour lutter contre le Rassemblement national en France, pour lutter contre l'ADF en Allemagne, de façon à ce que nos pays conservent ce système politique qui garantit aux Juifs, en tout cas, et qui garantit à tous les citoyens la liberté, l'égalité, peut-être aussi la fraternité. Une autre question qui me posait, c'est est-ce qu'il y a, dans la mémoire de Shoah ou dans toute l'histoire de la Shoah, des zones d'ombre que nous ne connaissons pas encore, que le public ne connaît pas? Il y a des zones d'ombre dans l'histoire de la Shoah. Pardon? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre dans l'histoire de la Shoah? Mais non, dans l'histoire de la Shoah, il y a très peu d'ombre. La Shoah a été
les ombres, ça peut être les capots. Dans les zones d'ombre, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas. Ah, des zones d'ombre, il n'en reste plus pratiquement des zones d'ombre. Il y a 40 ans, les universitaires ne travaillaient pas sur la Shoah, mais depuis 40 ans, ils travaillent. Et ce qui était fait avant par quelqu'un qui passait quelques semaines pour écrire un article ou un livre, et bien maintenant, ce sont des doctorants qui passent 3 à 4 ans pour travailler leur sujet. Il n'y a pas de zone d'ombre particulière dans l'histoire de la Shoah. Cette histoire a été écrite par la génération qui a suivi, et la génération qui a suivi a transmis au monde universitaire. Et c'est le monde universitaire qui travaille là-dessus. Et d'ailleurs, vous voyez que même dans le monde des négationnistes, il n'y a pratiquement pas d'universitaires. Serge, j'ai une question qui me posait. On dit souvent que beaucoup de rescapés de la Shoah ne veulent pas en parler pour des raisons évidentes. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, non seulement d'en parler, mais d'en faire un travail public aussi important, aussi phénoménal? Les rescapés de la Shoah en parlent beaucoup. Il y a eu tellement de témoignages, presque tous les survivants ont enregistré leurs témoignages. C'était une période, quand la période d'après-guerre a eu lieu et que personne ne voulait, ou très peu de gens voulaient entendre parler de la Shoah, eh bien, oui, les rescapés de la Shoah ne parlaient pas. Mais depuis qu'il y a un très grand intérêt pour la Shoah, eh bien, les survivants en parlent. Ils en parlent parce qu'ils témoignent pour ceux qui ne peuvent plus témoigner, et également parce que il y a une question aussi, non pas de vanité, mais une question de répondre à une demande. Il y a une grande demande, et les survivants de la Shoah aujourd'hui, c'est pratiquement très peu de gens qui ont été dans des camps, et ce sont surtout les enfants qui ont vécu dans l'angoisse, parce que pendant la guerre, comme c'est mon cas, puisque à l'époque j'avais 10 ans en 1945, eh bien ceux qui ont 10 ans en 45 ont aujourd'hui 85 ans, et dans 15 ou 20 ans, il n'y en aura plus personne. Voilà. Serge, je me souviens de nos voyages en Allemagne, à Cologne, pour aller voir les anciens nazis comme Kurt Lischka, etc. Y a-t-il aujourd'hui des criminels nazis qui n'ont pas été encore jugés? Est-ce qu'il y a des criminels nazis? Les criminels nazis, aujourd'hui, sont des vieillards qui tiennent à peine la route. Ils viennent en fauteuil roulant dans les procès qui leur sont intentés. Mais tout ça est symbolique. Il faut que jusqu'au dernier souffle du dernier criminel, la justice puisse se prononcer sur son cas. Et donc, même encore il y a quelques semaines, en février, Beat était en Allemagne avec Henri Sachsenberger, survivant du convoi 73, qui est parti dans les États baltes. Il a été au camp du Stutthof, et il est venu témoigner au procès qui sera peut-être le dernier des procès, parce que ce sont des procès qui sont nécessaires, et en même temps ce sont des procès qui ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait de la justice, étant donné que ce sont des vieillards de 92 à 100 ans qui viennent devant la justice, et ils ne peuvent pas. Humainement, on ne peut pas leur demander de se défendre d'une façon efficace. Ils n'ont pas les moyens de se défendre. Ce sont des procès symboliques au terme desquels ils sont condamnés à des peines symboliques qu'ils n'assument pas d'ailleurs. Mais cela montre surtout que l'Allemagne est consciente, que la majorité des Allemands, parce qu'il y a des opposants, que la majorité des Allemands est encore consciente de l'immense crime qui a été commis au nom du peuple allemand, et qu'elle veut se racheter. Et on ne se rachète pas par des paroles, on se rachète par des actes, et faire juger des gens qui ont l'âge d'être des arrière-grands-parents de ceux qui les jugent, eh bien c'est quelque chose de positif. En parlant, bien entendu, tout ça, c'est sur un fond d'antisémitisme. Est-ce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme d'extrême gauche, comme
les expressions de Corbyn, Jeremy Corbyn, l'anglais, ou Mélenchon en France, aussi sont pas plus aussi dangereux que ce qu'on pourrait penser à l'extrême droite? C'est moins dangereux parce que Mélenchon a beaucoup moins de voix que le Rassemblement national. Et en Allemagne, l'extrême gauche a pratiquement très peu de voix par rapport à l'ADF. Non, le grand danger, c'est l'extrême droite. L'extrême gauche, il faut être habitué. Depuis 1948-49, depuis que le stalinisme actif contre les juifs, eh bien, l'antisémitisme de l'extrême gauche s'appelle antisionisme. Le Staline a légué cela à l'extrême gauche qui aujourd'hui appuie les Palestiniens qu'ils veulent considérer comme les nouveaux juifs. Donc, c'est quelque chose de, disons, un phénomène classique. L'extrême gauche est dangereuse par les idées qu'elle diffuse et par la haine qu'elle entretient ou qu'elle favorise par rapport à l'État juif, qui fait qu'en Europe occidentale, eh bien, il y a un grand courant anti-juif qui s'est propagé et qui se maintient parce que les gens de l'extrême gauche sont très actifs dans la diffusion de leurs idées. Voilà, j'ai une question aussi de Céline en parlant des comment vous avez pu réussir à faire la liste des déportés et des victimes de la Shoah. Justement, à ce propos, elle demande, il y a 2 noms qui reviennent toujours dans les conversations que je n'ai pas avec mon grand-père et que je ne l'ai jamais vu dans la liste des accusés au procès de Maïdanek. Comment vous faites pour faire ces listes qui sont plus ou moins finales, c'est-à-dire plus ou moins vous avez tout fait le tour? Comment ça se passe? Liste du convoi, comment tu fais? Tu as fait les listes du convoi du mémorial. Dernière question parce que… Oui, c'est tellement compliqué. Je suis encore d'ailleurs en plein travail sur des listes de déportés, sur l'histoire de 2 convois qui sont partis pour Auschwitz en principe, mais qui ont été détournés à la dernière minute pour aller finalement à Sobibor. C'était 2000 hommes en état de travailler, des hommes aptes au travail, venant des groupements de travailleurs étrangers pour la plupart. Eh bien, ils ont été dirigés sur le camp d'extermination de Sobibor et sur 2000 déportés, il y a eu 10 survivants. Donc, bon, travailler sur ces listes, c'est quelque chose qui m'interpelle depuis 50 ans pratiquement. Bon, je n'en dirai pas plus. Il y a mes œuvres, mes travaux pour justifier, pour légitimer ce que j'ai fait. Mais croyez-moi, j'ai passé beaucoup de temps. Un romancier passe beaucoup de temps avec ses personnages. Et moi, je passe beaucoup de temps sur ces listes parce que derrière ces noms, derrière ces lignes, il y a des gens qui étaient vivants et qui ont disparu, qui n'auraient pas dû disparaître et que j'essaye de maintenir en vie pour plus longtemps, pour encore beaucoup plus longtemps. Voilà. Voilà, merci. Peut-être une dernière pointe. Est-ce que vous pensez… Fini. Bon, alors merci beaucoup Serge, merci Arnaud. Et maintenant, et à bientôt. Nous allons passer à notre… Bye. Ciao. Monsieur Balsam. Oui. Bonjour Shlomo. Bonjour. Shlomo, tu es président de l'association Aloumim, c'est-à-dire des enfants cachés pendant la guerre. Et à ce sujet, nous aimerions avoir ton avis. D'abord, tout ce que a dit Serge Klarsfeld en tant qu'enfant des déportés, et ensuite le travail de cette association qui existe, je suppose, en Israël surtout. Et qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous voulez faire pour continuer à perpétuer la mémoire de la Shoah? Alors, d'abord, je voudrais remercier Monsieur Klarsfeld Serge Klarsfeld pour le travail qu'il a fait, parce que ça m'a beaucoup aidé dans l'organisation Aloumim, les enfants cachés en France pendant la Shoah. C'est une organisation israélienne qui regroupe à peu près 1000 enfants cachés qui venaient d'Allemagne, de Belgique et bien sûr de France,
qui ont été cachés en France. Ils se sont réunis en 1993 et ont créé une association qui s'appelle Alumim, enfants cachés. Alumim en hébreu, ça veut dire et enfants et cachés. Alors pourquoi le travail de Klarsfeld était essentiel? Et un des premiers buts de l'organisation était la suivante. Une fois, une dame de Haïfa m'appelle en me demandant est-ce que Shlomo, elle a à peu près 78 ans, 80 à peu près, et elle me demande une question. Shlomo, je sais que tu fais des recherches, que tu sais rechercher des choses sur la Shoah, tu travailles à Yad Vashem. Est-ce que tu peux me dire qui je suis? Alors, j'ai pas compris la question. Excusez-moi, madame, j'ai pas compris. Vous ne savez pas qui vous êtes? Alors, elle a dit qu'elle était un bébé, que ses parents déportés ont déposé le bébé à côté du train, enveloppé dans un sac, et ils ont mis sur le bébé le nom et le prénom dans une petite feuille qu'ils ont cachée dans l'habit du bébé. Et les parents ont été déportés. Un brave paysan français a trouvé le bébé, l'a sauvé. Après la guerre, la femme est arrivée dans une des maisons de Lausée. Okay, le brave paysan a rendu la petite fille et personne n'est venu la réclamer. Elle a fait partie d'un groupe d'enfants orphelins qu'on a envoyés en Israël. C'est comme ça que cette dame est arrivée à l'âge à peu près bébé, enfin 4 ans. Elle arrivait en Israël dans un kibbutz, elle grandit. On lui donne un prénom en hébreu, elle n'a pas besoin de nom de famille, bien qu'elle connaissait son nom de famille, parce qu'elle avait le papier. Mais elle ne sait pas qui sont ses parents. Elle fait l'armée en Israël, elle se marie. Alors je lui dis, madame, pourquoi maintenant vous cherchez qui vous êtes? Elle me dit, parce que mon petit-fils en Israël, il fait un devoir de mémoire. Il veut savoir c'est qui notre famille. C'est ce que font tous les élèves en Israël, travail de Shorashim, de racines. Et je ne peux pas ne dire non à mon petit-fils. Alors, grâce au travail de Klarsfeld, qui a fait ouvrir en 1990 les dossiers de la police française, le fameux dossier Tullard, où la police française avait noté où habite chaque juif, chaque nom, il y avait une fiche familiale, comme son nom à la femme n'était ni Cohen ni Lévy. J'ai retrouvé facilement, c'est le seul prénom qu'il y avait, prénom féminin qu'il y avait dans cette famille-là. Donc, je suis venu chez elle, je lui ai dit qui elle était, qui sont ses parents, je lui ai donné sa date de naissance. Et il y a quelque chose que je lui ai dit, mais j'ai hésité. Je lui ai dit, madame, vous n'étiez pas toute seule dans le train, vous avez 2 grands frères avec vous, elle ne savait même pas qu'elle avait 2 grands frères. Donc, un des premiers travaux à Alumim, et chez beaucoup d'enfants cachés et de survivants, c'est de savoir qui était ma famille. C'était qui ces gens-là? Et le travail de Klarsfeld, de retrouver des parcours, de retrouver les noms, les dates de naissance, les lieux de naissance, a permis à beaucoup de familles, de rescapés, de survivants, de retrouver des traces à vie. Ça, c'est le premier boulot de Alumim. D'accord? C'est clair? Le deuxième travail de Alumim, et ça, c'est un truc extraordinaire, c'est de dire merci. Comme disent les enfants de Alumim, ils ont 80 ans aujourd'hui, mais ils étaient bébés ou enfants pendant la guerre. Shlomo, un bon enfant, doit dire merci. Alors, un des deuxièmes travaux de Alumim, c'est de retrouver les justes parmi les nations, les non-juifs qui les ont sauvés. Et il y a une femme de Alumim, Gabi, qui a mis à peu près 50 ans à retrouver sœur Marie-Émilienne, une bonne sœur qui l'avait cachée, elle ne se rappelait pas, elle avait 1 an et demi, elle se rappelait de rien où elle avait été cachée. Par hasard, elle a rencontré un garçon, un homme qui était un peu plus âgé qu'elle, qui a découvert, qui lui a dit dans quel couvent elle était, et 50 ans après, elle a retrouvé et fait mettre la médaille des Juifs à sœur Marie-Émilienne. Une histoire extraordinaire, il faut savoir dire merci. Shlomo, oui. Est-ce que tu penses, un peu comme Serge l'avait dit, que nous effectivement, en Israël, on sent ça différemment qu'en diaspora? Parce que c'est quand même important. Oui, il y a 2 ou 3 choses importantes. Je fais visiter en Pologne beaucoup de groupes, des groupes israéliens, des groupes de France, des groupes du monde entier
des groupes juifs et des groupes non juifs. Et j'ai découvert quelque chose d'important par rapport à Israël. Par exemple, je vais vous dire, tout vient des enfants cachés. Il y a un petit enfant caché qui s'appelle Israël, Urin, U-R-Y-N. Il était enfant caché à l'âge de 12 ans à Paris. Tout seul, il s'est caché. Ses parents ont été arrêtés, il s'est enfui et il s'est caché tout seul et s'est débrouillé tout seul. À la fin de la guerre, il avait à peu près 14-15 ans, il a vu qu'on recrutait des soldats pour la guerre d'indépendance d'Israël. Il a été s'inscrire, il dit « je vais aller me battre ». Il a menti sur son âge. Il est venu se battre à la guerre d'indépendance d'Israël. Et je lui ai demandé « mais Israël, toi-même, tu as souffert, tu étais un enfant caché, tes parents étaient déportés. Repose-toi, pourquoi tu as besoin de venir te battre ?» Et il m'a dit une réponse extraordinaire. « Shlomo, une fois dans ma vie, je peux me tenir debout sur mes pieds, je peux me battre et pas être un esclave ou un paquet qu'on cache d'un endroit à un autre. » Et la lutte pour l'indépendance d'Israël a été pour beaucoup de survivants de la Shoah, une raison de vivre, une raison de se relever, de renaître, de construire. On nous a chassés de là, on va construire notre pays. Et ça, c'est une des réponses extraordinaires. Un des groupes que j'ai guidé, et beaucoup de gens connaissent cette histoire-là, un des groupes qui m'a le plus impressionné à Yad Vashem que j'ai guidé, était un groupe du Rwanda. 23 survivants du génocide rwandais sont venus visiter Yad Vashem en 2005. Je leur ai demandé pourquoi vous êtes venus en Israël, à Yad Vashem, à Jérusalem. Et ils m'ont dit, Monsieur Shlomo, nous, en Kigali, en Afrique, on ne sait pas exactement comment se souvenir de ce qui nous est arrivé. On ne sait pas quoi faire. On a entendu dire que vous, le peuple juif, vous êtes des fous de la mémoire. On est venu apprendre chez vous comment nous souvenir. Et il y a effectivement, dans l'enseignement de la Shoah en Israël, un élément qui peut-être complète le mot de se relever, de faire quelque chose, d'être indépendant, d'être libre, d'être un juif libre. Peut-être qu'il y a ça par rapport à d'autres communautés. Je pense que c'est important partout. Chacun fait ses comptes, mais il est vrai que venir en étant israélien ou en pensant, en l'ayant à la création d'Israël après la Shoah, et peut-être que c'est important, effectivement. Shlomo, pour en revenir un peu, puisqu'on parle d'Israël, on sait qu'en Israël, il y a à peu près 185 000 rescapés de la Shoah, et on sait aussi malheureusement que c'est une population qui n'est pas très économiquement développée. Qu'est-ce que, tu penses de ça? Deuxièmement, est-ce que Alumim, en tant qu'association, a quelque chose à dire ou à aider ces rescapés de la Shoah en Israël? Oui, d'abord, grâce à Madame Simone Veil, qui a rencontré Alumim et qui a fait en sorte que nous recevons de la Fondation de la mémoire de la Shoah de Paris beaucoup d'argent pour aider les gens dans le besoin de l'organisation Alumim, des Nitzolei Shoah, des enfants cachés. Ils sont consacrés, ils sont considérés comme des rescapés de la Shoah, bien sûr. Et nous aidons beaucoup de gens, à peu près 280 sur les 900 membres d'Alumim, sont aidés directement par nous grâce à Madame Simone Veil et la Fondation de la mémoire de la Shoah. Il y a un travail qui est fait, ils ont besoin d'aide, pour rechercher qu'est-ce qui est arrivé à leur famille, pour faire des livres sur leur famille, raconter l'histoire de la famille, retrouver des lieux de mémoire pour eux, reconstruire leur parcours, les aider à raconter leur histoire, à faire des témoignages, et plus que les aider moralement, évidemment, on les aide physiquement pour finir le mois, ou des gens qui sont vraiment dans le plus grand besoin, ou dans les grandes détresses, mais on a des groupes de parole. À Tel Aviv avec un psychologue, à Jérusalem c'est entre nous, où ils ouvrent leur cœur et ils ont besoin de partager avec d'autres enfants cachés des problèmes qu'ils ont. Par exemple, j'ai assisté à une des réunions
et quelqu'un qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, Jackie Mokat, Zichrono Livracha, bénisse sa mémoire. Jackie, il y avait un sujet incroyable. Le sujet qu'il avait abordé était la dernière image qu'on a de nos parents. Et moi, j'étais très, très surpris du sujet choisi. Il y en a beaucoup qui ont commencé à pleurer. Et finalement, les enfants cachés, quand ils ouvrent leur cœur, on découvre encore des blessures de la Shoah. Tout revient, remonte à la surface et il y a besoin jusqu'aujourd'hui de s'occuper de ces choses-là. Donc, il y a une aide psychologique qui est donnée dans des groupes de parole et dans d'autres rencontres. On a beaucoup de conférences et bien sûr des choses sociales entre nous. Shlomo, en ces moments difficiles à travers le monde, mais surtout en Israël, comment on peut, à part parler Pascal, comment on peut un peu s'identifier, être solidaire, soutenir les rescapés de la Shoah en Israël? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, premièrement, une des choses les plus importantes, c'est les connaissances. Savoir ce qui s'est passé et donner beaucoup d'honneur ou de respect au parcours de chacun. Que plus de gens possible connaissent ce qui est arrivé, les faits les plus simples. Et nous devons de plus en plus personnaliser la Shoah, pas seulement raconter les grandes lignes historiques de la Shoah qui sont très Allô? Ah, moi, ça me... très complexe, plus 1, plus 1, plus 1. Et de plus en plus, à Yad Vashem et dans d'autres endroits où on étudie sur la Shoah, on personnalise l'étude de la Shoah. Et ça, les rescapés de la Shoah nous en sont très reconnaissants, que la Shoah, c'est chacun d'entre nous, les histoires personnelles. Donc ça, c'est un des moyens de faire voir la Shoah d'une autre façon que d'une façon historique et théorique. Shlomo, une question de Esther qui dit qu'elle elle étudie la Shoah et c'est tellement traumatisant pour elle qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Alors elle se pose la question, est-ce qu'il y a encore des rescapés de la Shoah qui sont traumatisés et qui n'arrivent pas à dormir la nuit au XXIe siècle? J'avais un oncle à Londres qui était rescapé du camp de Plaszow à côté de Cracovie et qui était rescapé de différents camps. Et il criait la nuit, il se réveillait même très longtemps après. Il y avait des flashbacks qui revenaient dans sa tête et il nous a raconté tout ce qu'il avait encore dans la tête. Il y a des choses qu'on n'oubliera pas. Il y a encore effectivement des traumatismes. Il y a, par exemple, il y a beaucoup de complexes. Mon père, qui était résistant, en France, qui a fait partie des FFI. Bon, toute la famille a été détruite pendant la guerre. La majorité de la famille, c'est sa mère et ses sœurs, et tout le monde ont été massacrés dans les camps. Lui, il avait des complexes. Bien après la guerre, par exemple, on devait habiter dans une maison où il y a toujours 2 portes. Il y a une sortie de secours, il pouvait vivre dans un endroit où on peut sortir pas du même endroit où on est rentré. Par exemple, mon père avait toujours dans son armoire, ça j'ai découvert beaucoup plus tard, une petite valise au cas où il faut partir le plus vite possible. Au cas où il faut partir, donc il avait une valise avec un peu d'argent, tout était prêt au cas où. Il y a encore beaucoup de complexes de rescapés de la Shoah qui remontent à la surface de temps en temps, c'est vrai. Voilà, donc je vois qu'il y a encore beaucoup de travail. Et une question de Michael qui est comment on peut vous aider, vous, de votre association Alumim? Comment? J'ai pas compris. C'est une question de Michael qui dit comment on peut aider l'association Alumim? Alors, premièrement, on peut, financièrement évidemment, mais surtout, on a des assistantes sociales
il y a une dame, Madame Aline Deutscher, qui est la fille du couple Pulver, qui était des grands résistants, des éclaireurs, éclaireuses israélites de France en France. Elle est responsable de l'aide médico-sociale et elle s'occupe effectivement de gens dans le besoin. Et de temps en temps, on a besoin de volontaires formés, qui doivent être formés, parce qu'il faut savoir travailler avec ces personnes. Et donc, il y a une aide sociale où on a besoin effectivement de volontaires. On cherche également beaucoup de gens de la seconde génération pour qu'ils rentrent à Loumim pour prendre des responsabilités et s'occuper de ce que les gens, ils ont plus de 80 ans. Quand ça a été créé, ils étaient encore un peu plus jeunes. Et donc, s'il y a une deuxième génération qui veulent rentrer à Loumim et faire du travail et social et éducatif et social, enfin, il y a des choses à faire. Alors, mais comment on peut contacter? Par Internet, comment on contacte on a un site Internet, Aloumim, A-L-O-U-M-I-M. OK, et donc on pourra te contacter. Voilà, ceux qui veulent me contacter, il n'y a pas de problème. Shlomo, une question plus dans le domaine des balsamiques. Une personne me demande comment ton père est rentré dans la résistance. Alors, moi j'ai de la chance, premièrement, je suis le fils de 2 combattants. C'est qu'en tant que deuxième génération m'a changé. C'est-à-dire que je suis le fils de 2 combattants. Mon père, en fait, s'est marié, sa première femme de mon père a été arrêtée. Ils ont été arrêtés à la ligne de démarcation. Mon père et sa femme qui était enceinte, elle s'appelait Dvorah Lirt. Et il a épousé cette femme en 1940, une jeune fille très extraordinaire. Ils sont passés à la ligne de démarcation et ils se sont fait arrêter après avoir passé la ligne de démarcation. Et la femme a été envoyée au camp de Nexon et mon papa a été enfermé au camp d'Égletons. Au camp d'Égletons, il y avait un policier français qui a aidé mon père à s'évader. Et donc, il s'est évadé et il a couru faire à Lyon pour avoir des faux papiers pour faire sortir sa femme de Nexon en disant qu'elle n'est pas juive. Mais quand il est arrivé à Nexon, le camp était déjà vide. Sa femme enceinte a été assassinée à Auschwitz. Papa, il ne savait pas exactement quoi faire. Et il est retourné à Lyon et là, il a rencontré des gens qui avaient des contacts avec la résistance. De là, il est parti à Nice et c'est de Nice qu'il est revenu en tant que FFI sur Paris. Il a fait partie de quelques groupes dans le sud de la France, des maquis, mais il est revenu ensuite à Paris avec une carte des FFI en août en 44, enfin août-septembre 44, il est revenu à Paris. Donc, c'est comme ça que mon père, c'est plus une sorte de hasard. Quand il a vu que sa femme a été déportée, encore qu'il ne savait pas où elle est, il était complètement désespéré. Mais à Lyon, il a rencontré des gens qui lui ont dit qu'il y avait des groupes qui s'organisaient et ça lui a donné du courage et un peu de force. Il a découvert, bien sûr, après la guerre, que sa femme est décédée à Auschwitz. Et il a écrit une lettre à ma mère, qui va être sa seconde femme. Ils étaient copains quand ils étaient enfants. Ils viennent d'un même village de Pologne. Ma mère, elle, Myriam, était palestinienne, entre guillemets. Elle avait fait son aliyah en Palestine britannique en 1936. Elle a créé un kibbutz et elle s'est engagée dans l'armée britannique en 1942. Donc, ma mère était soldate britannique. Elle a été libérée en 1946. Et quand elle a été libérée, elle a reçu une lettre de mon père qui lui disait qu'il voudrait reconstruire une deuxième famille, qu'il a perdu sa femme et qu'il voudrait se remarier. Donc, elle est repartie à Paris. C'est comme ça que je suis né à Paris. Mais j'ai été élevé en hébreu et en français, mais beaucoup en hébreu. Tous les berceuses étaient en hébreu, de ma mère
qui avait créé un kibbutz en Eretz Israël, kibbutz qui existe encore, Gliliam. Et donc, je suis très fier d'être d'un côté le fils d'une soldate britannique un brigade juif, qui s'est battu contre les nazis en Afrique du Nord, et d'un membre des FFI. Voilà à peu près l'histoire. Shlomo, j'ai une question de Roby qui dit qu'il connaît des gens qui sont nés après la guerre, bien entendu, et qui sont aussi traumatisés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens, enfin c'est la deuxième génération, surtout ceux qui sont à l'étranger, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider psychologiquement, mais aussi pour ceux qui sont pas tellement concernés ou qui voient les choses de très loin, comment on peut essayer de leur faire prendre conscience de cette histoire en commun et comment on peut essayer de les faire rentrer dans notre monde? Le premier moyen, c'est d'abord de tout mettre sur la table. C'est-à-dire que les gens savent d'où ils viennent, qui étaient leurs parents, s'ils sont de la deuxième génération, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je veux que les gens aient devant eux la vérité historique. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que tu ne penses pas qu'il faut arrondir les choses ou bien cacher cette chose, il faut aller franchement. Non, il faut aller franchement. Il faut, de toute façon, il y a la deuxième génération. Moi, je vais vous dire la vérité. Mes parents m'ont jamais rien raconté, ou très, très peu. J'ai tout découvert tout seul. J'ai une photo ici, je ne sais pas si on pourra la voir à l'écran. On voit une maman avec 3 enfants avec l'étoile jaune. Est-ce que vous pouvez voir là? Oui, 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 oui. On voit. Alors, quand j'ai trouvé cette photo, j'ai demandé à mes parents, c'est quoi cette photo-là? Une femme qui sourit avec 3 enfants avec l'étoile jaune. Et mes parents commencent à pleurer, va dans ta chambre, on ne me dit rien, j'étais encore petit. Et j'ai découvert beaucoup plus tard qu'il s'agit de ma tante et de mes 3 cousins, dont le petit garçon de prénom. Je vais mal et moi je posais pas trop de questions pour pas que eux ils aient mal. Mais ça m'a pris quelques années. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cette photo? Donc j'ai fait toute grâce aux travaux de Klarsfeld, il faut ouvrir les dossiers de la police française. J'ai retrouvé tous les papiers. Même le gosse de 3 ans, il avait une fiche de prisonnier à Pithiviers. Un gosse de 3 ans. Il a même marqué pourquoi il a été arrêté par la police française de collaboration en surnombre dans l'économie nationale. C'est ce qui a marqué. Donc, tout d'un coup, j'ai compris qu'une des choses qui me manquait, c'est des éléments, un puzzle. Je veux savoir d'abord. Et tout le monde veut savoir ce puzzle. Bien sûr, on peut refuser, peut-être des deuxième génération. Je veux pas le savoir, je veux plus rien entendre. C'est possible. Mais la grande majorité, il faut reconstruire l'histoire familiale. Ensuite, il faut reconstruire la psychologie. Alors, il y a une dame qui s'appelle Dina Vardi, qui est psychologue de la deuxième génération, qui a remarqué qu'il y a une différence entre des gens dont les parents ont été déportés ou ont fait que souffrir et des gens dont les parents se sont battus. Par exemple, il y avait un garçon avec beaucoup de problèmes psychologiques. Alors, quand il avait déjà 25 ans, il a été voir la psychologue. Et alors, l'idée était la suivante. Sa mère était chef partisan. Sa mère était chef d'un groupe de partisans. Son père était rescapé d'Auschwitz. Il a fait que souffrir. Il a fait que souffrir. Et il avait un certain mépris pour son père et une grande peur et admiration pour sa mère, qui était une grande héroïne, alors que son père a fait que souffrir. Il était il avait une mauvaise note, elle était à 0,6, à 0,5. Bon, tu t'es cassé une jambe aujourd'hui, tu as mangé aujourd'hui, alors de quoi tu te plains? Et il signe. Par contre, la mère ne voulait pas signer. Quoi, tu ne peux pas être le premier, tu ne peux pas avoir 10 ou 20 comme un bon élève. Donc, il méprisait un peu son père et il admirait sa mère. Et il y a des psychologues qui s'occupent de la deuxième génération. Moi, j'ai de la chance. Je suis le fils de 2 héros. Donc, pour moi, j'ai des exemples.
D'un autre côté, je voulais absolument leur ressembler. Donc, il y a des tas de choses que j'ai fait dans ma vie pour ressembler à mon père et à ma mère. Mais c'est vrai qu'il y a des différences psychologiques entre des différentes secondes générations. C'est vrai. Une question un peu surtout de l'éducation. Il y a une question de Raphaël qui dit qu'il a amené un groupe de jeunes d'un voyage de Taglit en Israël à Yad Vashem, et il y avait des jeunes du groupe des Français qui sont fait expulser de Yad Vashem parce qu'ils rigolaient, etc. C'était des jeunes dont la famille n'a pas souffert de la Shoah. C'était des jeunes qui étaient sans doute d'origine d'Afrique du Nord, puis qui étaient moins touchés. Comment on peut faire pour que même ces jeunes-là, qui n'ont pas de témoignage familial, puissent à la fois respecter et à la fois continuer cet héritage? Alors, bon, d'abord, effectivement, il faut que les jeunes qui visitent la Pologne ou le Yad Vashem soient bien préparés et qu'ils sachent où on va. En ce qui concerne les groupes où il y a beaucoup de gens d'Afrique du Nord, alors par hasard, enfin tu sais bien que c'est pas par hasard, je me suis spécialisé notamment à Yad Vashem dans la Shoah en Afrique du Nord, et quand je guide des groupes, je parle quasiment que de gens d'Afrique du Nord. 10% des Juifs déportés de France, 10%, à peu près 8 000 sur les 75 000 ou 76 000, viennent de communautés sfarades ou de Grèce, Turquie, enfin Salonique, ou bien du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Par exemple, je raconte beaucoup l'histoire du nageur qui a été déporté à Auschwitz, Freddy Nakash. Freddy Nakash est d'origine algérienne. Il a été déporté. Il y a un grand boxeur français, Yang Perez, Victor Yang Perez, qui lui est d'origine tunisienne. Et je parle beaucoup de la Shoah des pays d'Afrique du Nord, et notamment de ceux qui ont été déportés de France. À Sobibor ont été assassinés des gens qui ont des noms comme Ben Zaken, comme Ben Loulou, et ainsi de suite, des noms d'Afrique du Nord. Donc, les gens sont extrêmement surpris, mais chaque fois que je guide un groupe, notamment de France, je fais mes devoirs de vacances, entre guillemets, je demande d'où viennent les familles des enfants qui visitent, et d'après ce qu'ils disent, je construis la visite ou en Pologne ou à Yad Vashem, et beaucoup sont surpris de savoir qu'ils sont dans le coup. Et tout d'un coup, il y a des gosses de Tunisie qui disent « Tiens, c'est vrai, mon père m'a raconté que pendant 6 mois, les nazis étaient là et là et là, et il y avait des camps terribles, il y avait une trentaine de camps en Tunisie, des camps de travail. En Algérie, il y a eu Djelfa et Bedo, il y avait Bouarfa au Maroc. C'est-à-dire que c'est un travail de recherche de façon à personnaliser la visite. Que chaque visiteur de Yad Vashem ou en Pologne ou qui étudie la Shoah retrouve quelque chose de son panorama à lui, de sa famille ou de sa ville. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un d'où tu viens, je viens d'Agadir. Ah, ben, j'ai des histoires sur Agadir. Ou j'ai des histoires sur telle ville, ou un juif de Constantine, ou un juif de Casablanca, et ainsi de suite. Donc, c'est un travail à faire. Il faut adapter les visites de telle façon que chacun soit touché. Il y a un seul peuple juif, et là, c'est clair que si les nazis ont unifié le peuple juif dans les wagons, nous, on doit le faire dans le cœur. Voilà, ok. Shlomo, je te remercie beaucoup de ce témoignage. Je pense qu'on a eu on a goûté un tout petit peu à tout le travail de la mémoire que tu fais. Et je rappelle à tout le monde, surtout ceux qui sont en Israël, que demain matin à 10h, nous avons une minute de silence à la mémoire des 6 millions de Juifs de la Shoah. Et j'invite tous les gens qui sont intéressés d'aider à continuer ce travail de mémoire et aider les rescapés de la Shoah à rentrer en contact avec Shlomo Balsam par l'association Alumim. Et je ne me reste plus qu'à te remercier, Shlomo. Et je te rappelle que la dernière fois que nous étions à Paris, nous étions en scooter.
et que ça me rappelle d'excellents souvenirs, et aussi Saravages, Hongrie, etc. Merci beaucoup à tous, merci à tous les amis, et je vous donne rendez-vous, bien entendu, la semaine prochaine à Yom Ha'atzmaut pour fêter un peu ce qui est, à mes yeux, la plus grande réponse et la réponse ultime à la Shoah, c'est l'anniversaire de l'État d'Israël. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.